After all this informations we can deduction our, by this. Des peines, le droit de la non-discrimination, à mon avis, ouvre le chemin à la remise en question de certains dispositifs, si on se donne les moyens techniques, et c'est là où c'est à l'institution judiciaire que la question se pose, des moyens techniques dont elle se dote pour auditer, évaluer les dispositifs algorithmiques qui peuvent être attaqués devant elle, de le faire. Parce qu'ensuite, effectivement, voilà, l'idée que les citoyens vont participer à la culture numérique commune et à l'administration numérique. On a commencé, la loi pour un public numérique avait commencé à expérimenter ces choses-là et à les faire avancer. Je pense qu'il faut reconnaître ce qui a été fait, mais de là à ce que ça aille aussi vite que les évolutions des techniques, je pense qu'il y a un pas. Simon Chimia. Oui, peut-être un complément sur la question du contrôle démocratique ou à tout le moins de la participation des usagers. Alors, je vais rejoindre le propos de Daniela Gazinski, c'est mieux, c'est toujours plutôt dans le bon sens, mais en tout cas, un truc qui n'est pas assez fait, c'est qu'on fait assez peu participer aussi bien les citoyens ou les usagers à la manière dont on pose les problèmes. C'est-à-dire que très souvent, et on sait que politiquement, c'est quand même là que ça se joue, c'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, je prends l'exemple, on pourrait parler de Parcoursup, mais comme on en a beaucoup parlé, beaucoup tapé dessus, on peut changer de victime pour ce soir. Une procédure d'attribution de places en crèche, pourquoi elle existe ? Parce qu'il n'y a pas de place en crèche pour tous ceux qui voudraient une place en crèche. Et il n'y a pas de débat sur ce point-là. Il y a un débat sur est-ce que vous préférez qu'on accorde d'abord des places en crèche à des familles dont les deux parents travaillent ou alors dont les deux parents sont sans emploi. Ce qui est deux choix diamétralement opposés et qu'on retrouve dans des collectivités françaises selon des orientations politiques différentes. Mais à aucun moment on discute dans le cadrage du problème de dire est-ce qu'on veut que sur ce territoire il y ait des places en crèche pour tous ceux qui les demandent. Remplacer place en crèche par place à l'université et on revient sur Parcoursup. Donc ça c'est le premier point. Il y a peu de participation sur poser le problème. Peut-être qu'une solution, il en a été un peu question je crois dans les interventions précédentes, mais c'est la question de la société civile. C'est-à-dire qu'on a parlé du juge, on a parlé de l'administration, on a parlé des usagers, mais alors, et globalement la société civile, comment elle est organisée sur ces questions-là ? Pour travailler au niveau européen, je suis assez frappé de voir que la société civile française sur ces questions-là est moins bien organisée qu'elle ne peut l'être dans d'autres pays. Alors moins que le Royaume-Uni, mais peut-être pour des bonnes raisons, c'est que ça a tapé beaucoup plus fort et beaucoup plus tôt au Royaume-Uni, donc ils se sont mieux organisés, mais moins aussi qu'en Allemagne. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et il y a peut-être un sujet autour de réarmer cette société civile. Daniela Kaczynski parlait tout à l'heure de la question de l'administration pour les étrangers. Moi, j'ai souvenir d'un projet qu'avait mené la CIMAD et qui s'appelait « À guichet fermé », qui visait à interroger le système de prise de rendez-vous en ligne pour documenter le fait que, voilà, aujourd'hui, c'est compliqué de prendre rendez-vous, voire impossible. Mais là, on est quand même sur des dispositifs techniques qui sont très simples. C'est quoi la capacité d'audit algorithmique d'associations qui travailleraient sur les droits des travailleurs du sexe, par exemple, quelque chose d'entièrement invisible et sous-existant. Voilà. C'est quoi la capacité de tous ces acteurs-là à aller gagner une capacité d'aller discuter de ces systèmes-là ? Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus. À propos du contrôle des algorithmes, il faut distinguer le contrôle en amont et en aval. Je pense qu'il ne faut pas désespérer que la confection d'un algorithme puisse être quand même contrôlée avant qu'il soit mis en application dans un État. Et si ce n'est pas possible, c'est assez inquiétant parce que pour le moment, il y a beaucoup de revendications de la transparence des algorithmes, de la publication des documents autour des algorithmes, comme si, de nouveau, c'était reporter la charge sur le citoyen de comprendre ce qu'il attendait pour pouvoir être assuré ou non. Mais alors, c'est un peu comme si on vous demandait, avant de monter dans l'avion, d'ouvrir le mode d'emploi et d'ouvrir le plan du moteur pour voir si l'avion est sécurisé. Je pense que ça, c'est un vœu pieux. Par contre, je me demande si on ne devrait pas à un moment pouvoir exiger quand même que l'administration mette en place une autorité indépendante du type une AFSCA qui contrôle la chaîne alimentaire, mais une AFSCA des algorithmes, où on pourrait l'appeler une administration comité A, par exemple, comité algorithme, qui elle-même ouvrirait les boîtes noires. Par exemple,
la recette de Coca-Cola, personne ne la connaît parce qu'elle est secrète. Et pourtant, vous buvez du Coca-Cola sans peur d'être empoisonné parce que vous savez qu'il y a une autorité quelque part qui a contrôlé si le Coca-Cola n'était pas du poison. Est-ce qu'on ne devrait pas raisonner ici aussi comme ça pour les algorithmes et avoir une administration indépendante qui les contrôle avant de les faire tourner au sein de l'administration. Et puis en aval, je rejoins tout à fait la réflexion sur le rôle très important du juge, mais moi je constate quand même que de manière générale, le citoyen n'agit pas parce qu'il a peur, parce que ça coûte cher, et parce que la caractéristique d'un algorithme, d'abord il faut comprendre que ça existe et que le problème vient de là, c'est aussi que ça concerne tout le monde. Et donc finalement, quel est l'intérêt? Le citoyen, il se dit, mais ce problème, il capitule à l'avance parce que ça concerne tout le monde. Il dit, mais moi, tout petit, je ne vais pas pouvoir mettre fin à ce grand dispositif, tout scandaleux soit-il. Et en plus, qu'est-ce qu'il a à y gagner, en fait, hein, puisqu'il ne va même pas récupérer. Moi, j'ai testé une procédure comme ça en me disant, allez, je connais la matière, donc on y va. C'est extrêmement difficile, c'est épuisant, et au final... j'avais gagné, j'étais contente, mais rien, on est remboursé de rien, même pas de son ticket de train. Le processus termine, ne fonctionne plus, mais tous les frais, toute l'énergie est fournie par la personne. Et donc, je pense que là aussi, il faut voir comment on réarme la société civile et comment on aide, dans ce contexte numérique qui rend les choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus opaques, l'accès aux juges. Et puis après, l'aide des juges eux-mêmes, parce qu'ils sont bien perdus aussi dans cet univers-là. Alors, les citoyens sont perdus, les juges sont perdus. Je rebondis sur l'idée d'une administration indépendante. C'est quand même ce qui est proposé finalement par la proposition de règlement européen sur l'intelligence artificielle. Une AI qui contrôlerait finalement l'utilisation des algorithmes. Qu'est-ce que vous pensez peut-être de ce règlement et des pistes qu'il propose de manière plus générale encore sur les traitements algorithmiques publics? Je ne fais pas la distinction entre les algorithmes publics et privés, mais il propose une approche par les risques. Est-ce que l'utilisation des algorithmes publics n'est pas justement est-ce que justement c'est pas par l'approche par les risques qu'on peut s'en sortir? Qu'est-ce que vous pensez de cette règlement, ce projet de réglementation? Alors, vaste question. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de vers dans le fruit. Le premier, c'est effectivement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Lucie, c'est la définition qui est retenue d'intelligence artificielle. Donc ça, il y aura toujours autour de ça. Je pensais notamment aux travaux d'un anthropologue américain qui s'appelait Nick Seaver et qui, alors lui, avait travaillé sur les algorithmes et pas véritablement sur l'intelligence artificielle et qui avait parlé d'une anxiété terminologique. Et j'aime beaucoup cette idée d'anxiété terminologique, c'est-à-dire en gros, vous savez, à partir du moment, il y a des fois où il faut avouer que mes camarades juristes, vous êtes assez forts avec ça aussi, où l'utilisation du terme exact est un moyen de couper court au débat en disant non, ça en est, non, mais ça s'en est pas. Voilà. Et ça, voilà, c'est très vite. Hein. C'est un petit peu comme un ministre qui dirait je ne sais pas ce que vous appelez tel concept, ça coupe le débat tout de suite. Donc il y a clairement un enjeu de qu'est-ce que c'est qu'une IA, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Et la définition, pour le coup, elle n'est pas très précise là-dessus. Après, l'approche par les risques, elle est intéressante, mais ce qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est que je retrouve ce récit autour de la relation croissante entre technicité du système et risque. C'est-à-dire que si c'est pour dire faisons attention à ce qui est le plus impactant, parfait. Mais si c'est pour du coup se dédouaner de regarder le reste, pas d'accord. Donc j'allais dire que c'est un petit peu ça. Et puis enfin le dernier point, c'est qu'il y a quand même toujours cette idée de l'intervention humaine, et dont je crois qu'on a bien montré que c'était parfois une illusion, une nécessaire illusion, mais une illusion quand même. On peut peut-être redire, ça a été évoqué rapidement, mais c'est vrai que la loi pour une république numérique en 2016 avait introduit des dispositions concernant les traitements algorithmiques utilisés par les administrations. C'est un texte que je connais bien pour y avoir contribué aussi,
Et quelques années plus tard, c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions sur la manière dont ce texte a été utilisé. Alors, il y avait 3 dispositions, je retiens juste une parce que c'est la plus intéressante, pas la plus intéressante, mais elle visait à lutter contre l'invisibilité, justement, donc, que vous avez évoqué de ces systèmes. Et il y avait une obligation de mention, c'est-à-dire à partir du moment où une administration prenait une décision entièrement automatisée sur un individu, alors il y avait une obligation de mention. Le fait est que peu d'administrations respecte cette obligation de mention. Il était prévu dans le texte de la loi pour une république numérique qu'il y aurait une nullité des décisions en l'absence de mention. Donc, pour le coup, on a souvent des discussions sur est-ce qu'il y a des sanctions. Là, il y en avait une a priori qui était nullité de la décision s'il n'y a pas de sanction. Et très récemment, j'ai eu la curiosité d'aller voir les premières décisions de justice qui mobilisaient cette question-là. C'est des cas en série d'ailleurs, c'est intéressant, et qui concernent tous la CAF, la caisse d'allocation familiale, donc le système que vous avez évoqué tout à l'heure. Et donc des gens qui, effectivement, se voient réclamer des sommes que la CAF considère comme ayant été trop versées, trop perçues d'un côté, trop versées de l'autre. Et parmi les quelques avocats qui s'occupent de ces cas en série, parmi les arguments développés, il y a celui-là de l'absence de mention, donc a priori de nullité du recours, de la décision qui est prise derrière. Jusqu'ici, à chaque fois que ces affaires ont été jugées, l'administration s'est retranchée derrière le fait que ce n'était pas des décisions entièrement automatisées. Donc on en revient toujours au même truc, et moi ça m'inquiète un petit peu, parce que je pense que, et je l'ai dit peut-être moins clairement dans mon propos tout à l'heure, mais à partir du moment où on va faire de cette question de l'intervention humaine le déclencheur d'un nouveau droit, en fait on a une ligne Maginot, là on a quelque chose qui est tellement flou, et tellement pas... Voilà, si la CAF dit non, il y a bien eu un humain, parce que vous voyez bien que la décision, le courrier que vous avez reçu vous disant vous avez perçu 2 924 € en trop, vous avez tant de temps, il est bien signé. Hein, et le fait est qu'il est signé, il y a un nom. Parfois il est signé, parfois il ne l'est pas, mais en tout cas on sera bien capable de toujours vous mettre un nom de quelqu'un pour éviter de faire valoir le droit qui prévoyait la nullité de la décision. Voilà. Donc c'est juste un retour d'expérience, il n'est pas très positif en tout cas sur ce point précis. Daniel Agazansky. Non, en note, c'est une onde d'espoir, au moins de perspective et de conclusion. Je pense que l'un des ressorts qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est l'enjeu de la culture juridique chez les techniciens eux-mêmes, c'est-à-dire l'enjeu de former au droit, au principe d'égalité, au principe de non-discrimination, les acteurs qui sont chargés de fournir, de produire et d'entretenir les dispositifs numériques publics. C'est un élément fondamental de leur du respect des droits par ces outils-là. Et de l'autre côté, je pense qu'on a tiré un peu tous le même fil de la mise en visibilité de ces dispositifs-là, à la fois savoir qu'ils existent, la transparence, la lisibilité ensuite, c'est-à-dire de confier à des acteurs de l'interprétation, l'explication de ce qui se passe dans l'outil, qui est la clé de la redevabilité à la fois démocratique et juridictionnelle. Sinon, le numérique si on ne se donne pas ces outils-là, le numérique ira toujours trop vite pour qu'on soit capable d'estimer sa disposition à contribuer à renforcer ou à affaiblir le respect des droits des personnes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question peut-être dans la salle ? Pas de questions ? Non ? Alors, peut-être que vous avez une question, vous ? Non ? plein de questions, évidemment. Pardon. Il me reste donc à remercier à nouveau très vivement l'auditoire, bien sûr, mais aussi et surtout nos panélistes pour ces très riches propos qui n'en manqueront pas d'être développés par la suite, je pense, qui montrent combien il sera, je crois, difficile de trouver le juste équilibre, les justes équilibres entre le recours à l'intelligence artificielle pour plus de performance publique et les risques de perte de transparence et de confiance en réalité.